Le luxe maxing est une tendance qui existe depuis longtemps dans la communauté incel, mais elle est récemment devenue plus populaire. Alors que certaines des techniques sont inoffensives, comme aller à la salle de sport ou se faire couper les cheveux, d'autres sont beaucoup plus dangereuses. Des procédures faites maison comme le bone smashing ou s'injecter des hormones jusqu'à la chirurgie des yeux qui a laissé certaines personnes partiellement aveugles. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour accéder aux vidéos non coupées et à d'autres avantages, ou vous pouvez me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui y penseront. Cette vidéo portera sur différentes techniques de luxe maxing qui pourraient être déclencheuses pour les personnes souffrant de dysmorphie corporelle. La discrétion des spectateurs est donc conseillée. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour regarder une version plus longue, non coupée et sans publicité de cette vidéo qui contient des détails supplémentaires inadaptés à cette version. Vous avez probablement toutes vu le mème qui s'affiche à l'écran en ce moment, affirmant que la différence entre un tchad et un incel n'est qu'une question de quelques millimètres d'os. Cela circule dans la communauté incel depuis des années, accompagné de l'idée que le désir qu'un homme suscite chez les femmes dépend presque entièrement de son apparence physique. Selon les incels, les tchads, ou les hommes qui plaisent universellement aux femmes, possèdent certaines caractéristiques que les incels n'ont pas. Ils sont grands, musclés, avec des épaules larges, une mâchoire et des pommettes proéminentes et anguleuses, et ce qu'on appelle des yeux de chasseur qui présentent une inclinaison cancale, positive ou neutre, peu ou pas de paupières supérieures visibles et des sourcils épais et bas. Certaines personnes de la communauté incel pensent que si tu n'es pas né en tant que tchad, tu as perdu à la loterie génétique et c'est fini pour toi. Il n'y a aucun espoir d'amélioration, donc tu pourrais aussi bien abandonner. D'autres, cependant, pensent qu'il vaut la peine d'essayer de changer leur apparence pour améliorer leur valeur sur le marché sexuel ou sexual market value grâce à un processus appelé looks maxing. C'était autrefois un terme rarement entendu en dehors des forums incel, mais ces derniers temps, c'est devenu une tendance plus courante et maintenant on peut trouver d'innombrables vidéos et publications sur TikTok, YouTube, Instagram et ailleurs qui vous apprennent comment looks maxer. Certaines des techniques qui sont mises en avant sont des conseils classiques pour améliorer son apparence, comme se faire couper les cheveux, perdre du poids, prendre du muscle, blanchir ses dents, commencer une routine de soins de la peau, mais il existe un côté beaucoup plus sombre et dangereux du looks maxing sur lequel nous allons nous concentrer dans cette vidéo. Cela va bien au-delà d'aller à la salle de sport ou d'hydrater son visage, et certaines personnes sont même prêtes à risquer leur vie pour cela. Avant d'aborder les techniques extrêmes de looks maxing connues sous le nom de hard maxing, couvrons d'abord brièvement le soft maxing. Le soft maxing consiste en des méthodes non invasives et relativement peu coûteuses pour améliorer son apparence physique, comme celle que j'ai mentionnée précédemment, se faire couper les cheveux, se muscler, etc. D'autres méthodes incluent le traitement de l'acné ou d'autres problèmes de peau, l'amélioration du style personnel, le port de lentilles de contact colorées, ainsi que la prise de compléments en vente libre comme le bêta-carotène pour améliorer le teint de la peau et le collagène pour renforcer la qualité globale de la peau. La plupart de ces techniques ne sont pas dangereuses en soi, cependant, certaines méthodes très discutables sont parfois promues pour obtenir les caractéristiques souhaitées. Par exemple, le starve maxing, qui consiste exactement à ce que son nom indique, sauter des repas pour perdre de la masse grasse. J'espère qu'il va de soi que c'est extrêmement dangereux et que cela peut même entraîner des troubles alimentaires. Ce qui est étrange, c'est que le fait d'être trop mince n'est même pas considéré comme désirable dans la communauté luxe maxing. Vous voudrez être musclé, donc sauter des repas peut aider quelqu'un à perdre du poids au début, mais c'est en fait contre-productif sur le long terme. Une autre suggestion préoccupante est le white maxing, qui consiste en des techniques visant à rendre quelqu'un plus caucasien, comme se décolorer les cheveux ou utiliser des crèmes pour éclaircir la peau. C'est problématique parce que cela suggère que les personnes non blanches sont intrinsèquement moins attirantes, ce qui est tout simplement faux.
Beaucoup de personnes blanches elles-mêmes utilisent de l'autobronzant ou prennent des bains de soleil pour avoir la peau plus foncée de toute façon. Donc ce n'est pas comme s'il y avait une couleur de peau que tout le monde voulait avoir, et personnellement, je ne pense pas que cela ait un quelconque effet sur l'attractivité. Puisqu'il est généralement admis au sein de la communauté luxe maxing que les traits masculins sont plus attirants, beaucoup cherchent également des moyens d'augmenter leur taux de testostérone. Il existe des moyens prouvés de le faire, comme faire de l'exercice et soulever des poids, manger une alimentation saine et équilibrée et avoir un sommeil de bonne qualité, mais les adeptes du luxe maxing ont aussi des méthodes plus inhabituelles. L'une d'elles est l'edge maxing, qui consiste à stimuler certaines parties du corps pendant une longue période tout en évitant d'aller jusqu'au bout. Sans surprise, il n'existe aucune preuve scientifique suggérant que cela augmente ou maintient significativement des niveaux de testostérone plus élevés, au-delà d'une hausse temporaire qui peut survenir après quelques jours d'abstinence. Pour résumer le soft maxing, certaines techniques peuvent être utiles, d'autres sont une perte de temps totale, et d'autres encore sont carrément dangereuses ou offensantes. Le hard maxing implique des méthodes plus extrêmes et invasives pour améliorer l'apparence physique. Parmi les méthodes les plus courantes, on trouve la prise de stéroïdes pour développer les muscles, l'injection d'hormones de croissance humaine pour stimuler la croissance musculaire et allonger les os, ainsi que des procédures peu invasives comme les injections de fillers et de botox pour améliorer les traits du visage. Ça peut devenir bien pire que ça, mais ces méthodes à elles seules peuvent déjà être assez dangereuses. Les effets secondaires de la prise de stéroïdes incluent des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux des caillots sanguins, de la rétention d'eau et, chez les hommes en particulier, l'infertilité, une diminution du nombre de spermatozoïdes, des troubles de l'érection, la perte de cheveux, le développement des seins et une acné sévère. Remarquez que certains des effets secondaires sont exactement les caractéristiques que le luxe maxing essaie d'éviter. Quant à l'hormone de croissance humaine, elle peut être prescrite par les médecins aux enfants qui présentent des pathologies pouvant entraîner une petite taille, comme une maladie rénale chronique, le syndrome de Turner ou le syndrome de Prader-Willi. L'hormone de croissance peut rendre les enfants plus grands, mais elle n'augmentera pas la taille d'un adulte car les plaques de croissance sont déjà soudées. L'hormone de croissance peut également être prescrite aux adultes souffrant d'une carence en hormones de croissance et elle peut soutenir les personnes sous chimiothérapie, mais la prendre sans ordonnance lorsqu'elle n'est pas médicalement nécessaire est risquée et peut provoquer des maladies cardiaques et du diabète, entre autres problèmes de santé. Une autre préoccupation concerne la façon dont vous pourriez vous procurer l'hormone de croissance. Cela varie selon les pays. Mais au Royaume-Uni, la seule façon d'obtenir légalement de l'hormone de croissance est d'avoir une ordonnance d'un médecin que vous ne pouvez obtenir que pour des conditions médicales approuvées, ce qui signifie que votre seule option est de trouver une source douteuse qui pourrait vendre un produit douteux. Un fil de discussion sur luxemax.org répertorie 3 types différents d'hormones de croissance. De qualité pharmaceutique, de qualité générique provenant d'un laboratoire clandestin et générique chinois. Bien que les versions génériques soient beaucoup moins chères, elles ne sont pas réglementées et, selon le fil de discussion, présentent un risque modéré d'infection et un risque modéré à élevé de saisie par les douanes. Malgré ces avertissements, le fil explique quand même exactement comment injecter l'hormone de croissance humaine et suggère comment trouver une source. En ce qui concerne les injections de comblement et le botox, c'est l'une des techniques de hard maxing que je ne condamne pas totalement, à condition que ce soit fait par un professionnel et sans excès. Le botox est utilisé en toute sécurité depuis des décennies et, bien qu'il puisse y avoir des effets secondaires, la plupart ne durent que jusqu'à ce que le botox cesse de faire effet, généralement au bout de 3 à 4 mois. Un exemple est la ptose, c'est-à-dire une paupière tombante, généralement causée par le botox injecté dans le front. Cela disparaît souvent de lui-même en quelques semaines. Les fillers sont également relativement sûrs, bien qu'ils soient considérés comme plus dangereux que le botox, avec un risque plus élevé de complications, comme des vaisseaux sanguins obstrués pouvant entraîner une nécrose de la peau. Cependant, le botox et les fillers peuvent ne pas donner l'effet souhaité, et alors que les fillers peuvent être dissous, il faut simplement attendre que le botox s'estompe naturellement. J'ai eu du botox pour la première fois il y a quelques mois afin de réduire les rides sous mes yeux vers les côtés de mon visage et le résultat était superbe jusqu'à ce que de nouvelles rides commencent à apparaître près de mon nez. Le botox commence à s'estomper maintenant
et les anciennes rides reviennent, mais les nouvelles sont toujours là, donc en ce moment j'ai juste 2 fois plus de rides qu'avant. Et c'est quelque chose d'assez courant. Quand on paralyse un muscle, un autre va commencer à travailler plus fort, ce qui peut créer plus de rides dans une autre zone. Quant aux injections de produits de comblement, elles peuvent migrer et rendre le visage artificiel, surtout lorsque quelqu'un subit cette procédure à plusieurs reprises sur le long terme. Donc, globalement, je ne recommanderais à personne de faire ces interventions, mais lorsqu'elles sont réalisées par un professionnel, elles sont nettement moins risquées que de s'injecter soi-même de l'hormone de croissance humaine provenant de sources douteuses. Donc si vous devez vraiment faire quelque chose, le Botox et les produits de comblement sont préférables à la plupart des autres méthodes extrêmes. Le Botox et les produits de comblement sont souvent utilisés par les hommes qui cherchent à maximiser leur apparence pour améliorer la forme de leur visage, par exemple en accentuant les pommettes ou la mâchoire. Mais les résultats ne sont pas permanents et peuvent ne pas être aussi spectaculaires qu'espérés, ce qui peut les pousser à rechercher des solutions plus extrêmes. Il existe un certain nombre d'interventions chirurgicales qui peuvent être réalisées pour modifier la forme du visage. Cela inclut la rhinoplastie, également appelée chirurgie du nez, pour modifier la forme du nez. L'ostéotomie en boîte orbitale, où l'eau entourant l'orbite est découpée et repositionnée pour modifier l'apparence des yeux et des structures environnantes. L'ostéotomie bimaxillaire, où la mâchoire supérieure et inférieure sont découpées et repositionnées pour corriger des mâchoires en retrait et améliorer l'équilibre du visage. Des implants au menton pour améliorer la structure de la partie inférieure du visage. Je ne savais même pas que certaines de ces chirurgies existaient avant de commencer à m'intéresser au luxe maxing, et il n'est pas surprenant qu'elles puissent être assez risquées. Comme pour toute chirurgie, il y a un risque de mourir sur la table d'opération. Avec les interventions autour des yeux, tu risques littéralement ta vue si quelque chose tourne mal. Plus tard dans la vidéo, nous examinerons un exemple concret de cela. L'ostéotomie feu maxillaire et d'autres interventions dans la partie inférieure du visage comportent un risque de lésion nerveuse pouvant entraîner un engourdissement permanent dans cette zone du visage. Comme je l'ai dit pour le Botox et les injections, les résultats pourraient ne pas être ceux que vous attendiez, mais contrairement au Botox et aux injections, les résultats de ces chirurgies sont permanents. Si vous avez ne serait-ce qu'une chance de corriger cela, cela impliquera d'autres interventions chirurgicales risquées et des milliers de livres supplémentaires dépensés. Une chose que j'ai remarquée en faisant des recherches sur le luxe maxing, c'est que ces personnes semblent créer des problèmes pour ensuite les corriger par la chirurgie. En tant que femme, jamais de ma vie je n'ai regardé un homme en me disant qu'il avait besoin de chirurgie pour changer la forme de ses yeux ou pour avoir des pommettes plus saillantes. Bien sûr, ce que l'on appelle les yeux de chasseur peuvent être attirants chez certaines personnes, mais la grande majorité des hommes que je trouve attirants n'ont pas ce type de regard. Une mâchoire bien dessinée peut être très belle, mais on peut tout à fait être séduisant sans dépenser des milliers de livres pour se faire casser et repositionner la mâchoire. Au final, si quelqu'un veut vraiment avoir recours à la chirurgie esthétique, c'est son choix. Je soutiens totalement que chacun fasse ce qui le rend heureux. Mais je pense que ces chirurgies obscures pour corriger des problèmes qui, à mon avis, n'en étaient même pas il y a quelques années, semblent comporter plus de risques que de bénéfices. En plus des interventions au niveau du visage, il existe aussi la chirurgie d'allongement des jambes qui consiste à casser les os des jambes, généralement le fémur ou le tibia, puis à y insérer une tige métallique qui s'allonge progressivement, ce qui provoque la croissance de nouvel os et, si tout se passe bien, permet d'augmenter sa taille de 5 à 15 cm. C'est considéré comme l'une des chirurgies qui peut faire la plus grande différence pour les hommes, mesurant moins d'1,68 m, car cela les amènerait, selon la communauté du luxe maxing, au seuil de visibilité masculine. Cependant, cette intervention est extrêmement douloureuse et il faut s'attendre à une récupération très lente, impliquant des mois en fauteuil roulant, puis avec des béquilles, jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau marcher correctement si jamais vous y parvenez. Si cela tourne mal, vous pourriez finir handicapé de façon permanente. D'autres complications potentielles incluent des lésions nerveuses, une infection osseuse et de l'arthrite. Toutes ces chirurgies peuvent très mal tourner même lorsqu'elles sont réalisées par un chirurgien expérimenté, mais une tendance encore plus inquiétante du hard maxing est celle des procédures faites maison, dont l'une est le face pulling, qui selon le wiki de l'INSEL est une technique expérimentale de luxe maxing basée sur la protraction maxillaire orthodontique.
Le but d'une protraction maxillaire est d'obtenir un visage avec une meilleure croissance vers l'avant. Les orthodontistes utilisent depuis des décennies des protracteurs maxillaires, comme le casque de traction inversée, pour traiter des cas médicaux tels que la malocclusion de type classe 3, rétrognathie maxillaire, qui nécessite une protraction du maxillaire afin de corriger la déficience maxillaire. Cependant, ces dispositifs orthodontiques ne sont utilisés que chez les enfants, car des études cliniques ont prouvé que la protraction maxillaire est très lente chez les adultes. La traction faciale implique l'utilisation d'un appareil de traction faciale, un dispositif composé d'un appareil orthodontique amovible fixé à l'arcade dentaire supérieure, le maxillaire. Un appareil de traction externe, un outil qui tire l'appareil vers l'avant grâce à la force d'élastique. Donc, la traction faciale est une procédure qui est parfois réalisée chez les enfants. Cependant, selon mes recherches, les protracteurs maxillaires sont généralement utilisés pour traiter des conditions où la mâchoire inférieure dépasse vers l'avant par rapport à la mâchoire supérieure. La plupart des adeptes de la LuxMax qui s'intéressaient à la traction faciale semblent vouloir améliorer le recul de la mâchoire inférieure ou au moins avancer la mâchoire inférieure pour obtenir une mâchoire soi-disant plus masculine. Il est peut-être possible d'utiliser un appareil de traction faciale pour améliorer le recul de la mâchoire inférieure, mais ce n'est pas l'utilisation la plus courante de ces appareils. Donc, les adeptes de la LuxMax créent en gros leur propre méthode en se basant sur la logique d'une procédure légitime qui d'abord n'est réalisée que chez les enfants et ensuite n'est pas utilisée pour traiter la condition que ces LuxMaxers veulent corriger. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Le wiki des incels fait référence à un article publié en 2014 qui visait à déterminer si la malocclusion de classe 3 chez les jeunes adultes peut être traitée par une thérapie d'expansion et de masque facial. Rappelez-vous que la malocclusion de classe 3, c'est lorsque les dents du bas sont placées devant les dents du haut, soit le problème inverse de ce que les adeptes de la LuxMax pensent souvent avoir. L'article détaille le cas d'une femme de 19 ans qui a suivi un traitement pendant 17 mois, comprenant 4 mois de traction faciale pendant 18 à 20 heures par jour. À la fin du traitement, son pogonion, le point le plus avancé du menton, avait bougé de 2 mm vers le bas et de 2 mm vers l'arrière, et sa lèvre supérieure s'était avancée de 2 mm. Cependant, en regardant les photos avant et après, ce résultat n'est pas vraiment perceptible. Ses dents semblent beaucoup plus droites, mais il ne semble pas y avoir de différence visuelle dans la structure de son visage. Même le wiki des incels le reconnaît, je cite, « Ce chiffre était suffisant pour corriger la malocclusion de la femme ». Il n'est pas suffisant de considérer le face-pulling comme une technique de LuxMaxing satisfaisante, puisque la chirurgie bimaxillaire peut permettre une avancée maxillaire de plus de 10 mm en 2 heures. Vers 2010, le site aujourd'hui disparu jobpaintmgtreatment.com est apparu en ligne. C'était une page unique qui commençait par le texte suivant. Est-il possible de se débarrasser de toutes les douleurs à la mâchoire, des céphalées en grappe, de l'apnée du sommeil et de la névralgie du trijumeau en seulement 30 minutes par jour, tout en regardant la télévision ou en surfant sur Internet ? Sur ce site, je vais vous apprendre à fabriquer et à utiliser un appareil de traitement de l'articulation temporomandibulaire principalement fait maison qui, selon moi, peut vous donner de meilleurs résultats que ceux obtenus par les praticiens de la dentisterie neuromusculaire. Malgré cette introduction, il semble que le propriétaire du site cherchait en réalité à améliorer l'apparence esthétique de sa mâchoire. Il a expliqué qu'il avait subi un mauvais traitement orthodontique lorsqu'il était enfant et que, combiné au fait que sa mère ne l'avait pas allaité mais lui avait donné du lait maternisé au soja, cela aurait soi-disant empêché sa mâchoire de se développer correctement, ce qui, selon lui, a entraîné la morsure la plus catastrophique qui soit. À 38 ans, il a décidé de porter un appareil dentaire pour la 2e fois de sa vie et l'orthodontiste devait répondre à des critères très stricts qu'il avait fixés. Il énumère un certain nombre de choses sur lesquelles la plupart des orthodontistes se trompent, soi-disant, car bien sûr, il en sait plus que des personnes qui ont étudié le sujet pendant des années. Malgré ces critères stricts, il s'est retrouvé avec un orthodontiste qui, après 1 an, ne suivait pas ses instructions, alors il a décidé de prendre les choses en main. Voici quelques extraits. Heureusement, à ce moment-là, je suis tombée sur cette technique de traction faciale grâce à l'ami commun mentionné précédemment et j'ai décidé de l'essayer.
Non seulement cela referme la morsure naturellement sans tous ces élastiques stupides, mais cela vous donne aussi des pommettes incroyables sans chirurgie, guérit définitivement l'articulation temporomandibulaire, vous offre une belle maxillaire et une belle mâchoire. Et c'est la troisième dimension de l'expérience NCR. Comme cette technique a été initialement inventée sur un casque de cricket en Angleterre, mon ami et moi l'avons adaptée pour qu'elle puisse être utilisée avec des casques de hockey que nous avons achetés sur eBay pour environ 40 $. Dans mon cas, j'ai acheté un casque de hockey sur eBay et j'ai arraché la mousse de rembourrage excessive, puis retiré les parties inutiles comme la sangle du menton. Ensuite, je suis allée dans le magasin de bricolage du coin et j'ai acheté 2 vis mécaniques d'1 demi-pouce de diamètre et de 3 pouces de long, filetées sur toute la longueur, ainsi que 2 écrous hexagonaux et 4 rondelles. Coût total, 4 $. Ensuite, je suis allée chez Staples et j'ai acheté une pile d'élastique pour 2 $, puis j'ai trouvé 2 trombones qui traînaient dans la maison. Coût total de l'équipement, 46 $. Attention, si vous n'avez pas d'appareil dentaire, il vous faudra un appareil de rétention avec des crochets spéciaux à l'avant, fait en fil d'acier épais. Bien sûr, il s'agit d'un article sur mesure que la plupart des laboratoires dentaires n'ont jamais vu auparavant, mais qu'ils peuvent facilement fabriquer pour vous si vous leur expliquez clairement. Mon ami qui m'a fait découvrir cette technique n'a pas d'appareil dentaire, donc il a demandé à son dentiste local de prendre une empreinte de ses dents et il a envoyé l'empreinte à un laboratoire dentaire qu'il a fabriqué pour lui. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une simple gouttière de contention classique qui suffirait simplement à tirer votre visage, mais d'un appareil amovible sur mesure destiné à élargir le palais et à avancer le maxillaire. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, j'utilise des trombones pour attacher les élastiques à mes dents. Ensuite, je mets le masque, je fais passer les élastiques à travers la grille et je les accroche au boulon du casque. L'important, c'est que vous devez toujours tenir le casque avec au moins une main pendant les 30 minutes par jour où vous le portez, car il faut maintenir l'angle de traction vers le haut. Il ne faut jamais tirer vers le bas. Quelle force devez-vous appliquer en tirant ? L'idée ici revient à utiliser des forces compatibles avec la biologie. Si vous tirez trop fort, le corps va résister et ne changera pas. Vous devez commencer à tirer doucement. Rappelez-vous les forces légères des fils. Cela donnera au corps le signal de bouger dans cette direction et il le fera. Vous n'augmentez les forces que lorsque vous n'obtenez plus de résultats. Il faut du temps au corps pour s'habituer à des forces plus importantes. Hâtez-vous lentement. C'est la force légère qui déplace les os car elle convainc vos tissus conjonctifs de se relâcher. Que va-t-il se passer ? Votre maxillaire avancera sans chirurgie. Au fur et à mesure qu'il avance, les os autour de vos condyles vont pivoter et la mâchoire va se relâcher et avancer. Donc, vous n'allez pas seulement avancer le maxillaire et finir par ressembler à une personne consanguine vers l'extérieur. Non seulement votre maxillaire avancera, mais tout votre visage aussi, en particulier vos pommettes. Donc, si vous n'avez pas de pommettes, vous en aurez grâce à cette technique. Tout votre visage avancera et votre mâchoire suivra, éliminant ainsi définitivement les problèmes d'articulation temporomandibulaire. C'est absolument incroyable à quelle vitesse ce processus fonctionne et le changement au cours d'une année sera stupéfiant. Beaucoup de ces soi-disant problèmes d'estime de soi viennent simplement du fait de ne pas être beau. À mesure que votre visage s'améliore, votre estime de soi aussi. Attirer le sexe opposé devient sans effort. Selon ce gars, il suffit de porter cet appareil pendant 30 minutes par jour et vous verrez des résultats en 1 semaine, puis en 3 mois, vous serez une personne totalement différente. C'est évidemment complètement bidon. Il n'est pas possible de changer la forme de votre mâchoire en 3 mois, encore moins en 1 semaine, simplement en appliquant une pression pendant 30 minutes chaque jour. Les gens portent un appareil dentaire 24 heures sur 24 et ne voient toujours pas de résultats aussi rapidement, donc ce gars est complètement dans l'illusion. Normalement, je l'appellerais un escroc, mais en réalité, il ne vend rien et il n'y avait aucune publicité sur le site, donc je ne pense pas qu'il en tirait un quelconque profit. C'est bien de l'illusion. Bref, pour conclure cette partie, tirer sur son visage est une très mauvaise idée. Cela n'améliorera probablement pas le recul de la mâchoire inférieure, ni la structure du visage en général, et il y a des risques importants. Pendant tout traitement orthodontique, vous courez un risque accru de caries, de gencives enflammées et d'autres problèmes bucco-dentaires, et vous ne pouvez pas éviter ces risques en faisant du bricolage.
Le face pulling vise clairement les luxemaxeurs qui n'ont pas les moyens de se payer une chirurgie et pourtant, les complications qui pourraient survenir en réalisant cette procédure à la maison pourraient coûter bien plus cher à réparer que ce qu'aurait coûté une chirurgie de la mâchoire au départ. Une autre procédure do-it-yourself, sans doute la pire, promue au sein de la communauté luxemaxing, est le bone smashing. Ceci est basé sur le principe de la loi de Wolff qui stipule que le tissu osseux s'adapte aux contraintes mécaniques auxquelles il est soumis. En d'autres termes, si la charge exercée sur un os augmente, l'os va se remodeler avec le temps pour devenir plus solide. Comme à leur habitude, les luxemaxeurs ont mal interprété cela et ont effectivement créé leur propre loi sans aucune preuve, suggérant que l'on peut provoquer la croissance osseuse en exposant de façon répétée l'os à des traumatismes contondants. Cela se fait généralement avec un marteau ou un autre objet contondant et les gens vont frapper à plusieurs reprises leurs pommettes ou leurs mâchoires dans le but de les rendre plus proéminentes avec le temps. Cela ne devrait pas vous surprendre d'apprendre que cela ne fonctionne absolument pas et que cela peut causer de graves dommages à votre visage, voire même entraîner la cécité. Quoi qu'il en soit, il est probable que vous ayez l'air pire qu'avant après avoir pratiqué le bone smashing pendant longtemps, donc c'est contre-productif. Certaines personnes pratiquent le bone smashing pour modifier temporairement l'apparence de leur visage à cause du gonflement, par exemple en faisant enfler leurs pommettes pour qu'elles paraissent plus saillantes plutôt que dans le but de faire réellement grossir l'os. Si l'on juge cela selon son objectif initial, c'est beaucoup plus efficace que la version osseuse, mais pour des raisons évidentes, cela reste extrêmement dangereux. Certaines sources suggèrent que le bone smashing n'est rien d'autre qu'un mème et qu'il n'existe aucune preuve que quelqu'un le fasse réellement, mais il suffit de chercher sur TikTok ou d'autres plateformes pour trouver d'innombrables vidéos montrant des personnes en train de se taper littéralement sur les pommettes avec un marteau. Qu'ils le fassent réellement sur le long terme pour les prétendus bénéfices ou simplement pour attirer des vues, cela reste incertain. Je dirais que la plupart des photos, après que l'on trouve en ligne, sont soit retouchées, soit la différence est due à une perte de poids, au développement naturel du visage avec le temps, ou même à l'éclairage et aux angles, et non au bone smashing. Mais cela ne veut pas dire que des gens n'essaient pas vraiment cette pratique. Il y a bien trop de messages sur ces forums de luxemaxing de personnes cherchant des conseils sur la façon de le faire ou partageant leurs techniques pour que tout cela ne soit qu'une blague à laquelle personne ne participe sérieusement. Il y a un influenceur nommé Clavicula qui gagne en popularité dans la communauté luxemaxing et il a fait la promotion du bone smashing, allant même jusqu'à le faire lui-même devant la caméra. Il le fait pour provoquer un gonflement du visage, pas pour faire pousser ses os, et il recommande d'utiliser du maquillage pour cacher les bleus qui peuvent apparaître en conséquence. C'est un personnage assez intéressant dans la communauté parce qu'il n'a apparemment que 19 ans et pourtant il est déjà bien plongé dans ce monde du luxemaxing. Il a commencé simplement par aller à la salle de sport et prendre de l'Accutane pour se débarrasser de son acné, mais il s'est rapidement tourné vers des techniques de luxemaxing beaucoup plus extrêmes. Il admet ouvertement utiliser des stéroïdes et on pense que c'est la raison pour laquelle la plupart des gens trouvent qu'il fait bien plus que 19 ans alors qu'il avait l'air de son âge sur les photos qu'il partageait de lui avant de se lancer dans le luxemaxing. Il affirme même avoir été expulsé de l'université à cause de sa consommation de stéroïdes. Il a également utilisé de l'hormone de croissance humaine et a affirmé qu'il avait commencé pour soigner sa cheville cassée, mais que cela avait aussi amélioré sa mâchoire. Il a publié des vidéos où il se montre en train de s'injecter lui-même le visage pour dissoudre la graisse de ses joues. Il a aussi eu recours au Botox et au fils polydioxanone pour obtenir des yeux de chasseur, même si heureusement, il semble qu'il soit allé voir un vrai professionnel pour cela plutôt que de le faire lui-même. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore terminé. J'ai même vu quelques vidéos sur TikTok où il parle avec d'autres créateurs de la chirurgie d'allongement des jambes. Il mesure 1,88 m. Il est déjà plus grand que la plupart des gens et pourtant, il n'est toujours pas satisfait. Il affirme qu'il veut le faire pour le mugging, un terme dans la communauté luxemaxing qui signifie en gros que tu peux te vanter d'être plus attirant et plus réussi que les autres. Il a aussi dit qu'il ferait l'opération pour pouvoir en faire du contenu, ce qu'il pourrait tout à fait faire, et honnêtement, il gagnerait probablement beaucoup d'abonnés en faisant ça, mais je ne suis pas sûre de croire que ce sont les seules raisons.
Honnêtement, je m'inquiète qu'il souffre peut-être de dysmorphie corporelle à ce stade et qu'après avoir déjà corrigé les principaux problèmes qu'il pensait avoir, il ait maintenant développé une sorte d'obsession pour avoir l'air parfait, du moins selon les standards du luxe maxing. Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, la chirurgie d'allongement des jambes est extrêmement douloureuse et la récupération est lente et difficile. Honnêtement, c'est juste déconcertant que Kalavicula envisage même cela alors qu'il mesure déjà 1,88 m et s'il le fait, quelle sera la prochaine étape ? Va-t-il simplement continuer à subir des interventions chirurgicales dangereuses et inutiles jusqu'à devenir une personne totalement différente ou jusqu'à ce qu'il fasse face à des complications irréversibles ? En fait, il y a un autre luxemaxeur assez connu qui est déjà allé trop loin avec la chirurgie et qui le regrette maintenant. Frank Tufano a commencé sur YouTube il y a environ 9 ans et une grande partie de ses premières vidéos portaient sur la nutrition et la promotion du régime carnivore. Il a en fait un site web où il vend de la viande nourrie à l'herbe et élevée en plein air, ainsi qu'un autre site où il vend des aliments soi-disant élevés en plein air, allant des barres nutritionnelles aux pommes de terre russes et biologiques, et il faisait la promotion de son entreprise dans ses vidéos. Les toutes premières vidéos de la chaîne concernent en fait une double chirurgie de la mâchoire que Frank a subie, montrant l'avant et l'après et expliquant le processus. Il affirme que ce n'était pas purement esthétique et que cela a également été fait pour corriger sa morsure. L'opération s'est bien passée et il était satisfait des résultats, cependant il ne s'est pas arrêté là. En novembre 2023, Frank a subi une chirurgie esthétique pour changer la forme de ses yeux. Il est allé voir le docteur Taban, un grand chirurgien oculoplastique à Beverly Hills, et a dépensé environ 30 000 $ pour essayer d'obtenir des yeux de chasseur, mais cela a mal tourné, très mal tourné. Peu de temps après l'opération, il a expliqué qu'il y avait une certaine asymétrie entre ses yeux, qu'ils étaient trop rapprochés et qu'ils louchaient, tous des problèmes qu'il n'avait jamais eus avant l'opération. Il y a environ 9 mois, il a mis en ligne une vidéo dans laquelle il expliquait que plusieurs médecins lui avaient dit qu'il n'y avait rien à faire pour arranger cela et il a dit qu'il était incroyablement malheureux à l'idée que ce soit le résultat final et qu'ils doivent ressembler à ça pour toujours. Ce qui est encore pire, c'est que l'opération l'a laissé, comme il l'a décrit, partiellement aveugle avec un grave handicap visuel. On peut le voir dans ses vidéos. Ses yeux sont souvent larmoyants et il n'arrive pas à les ouvrir correctement. Depuis, il a subi plus de 9 opérations pour tenter de corriger les problèmes causés par la première. La plus récente étant une reconstruction orbitale qui, selon lui, l'a laissé avec plus de 400 000 $ de dettes. Il est compréhensible qu'il semble très déprimé après tout cela. Il a mis en ligne une vidéo après la reconstruction orbitale dans laquelle il a dit, je cite, « J'espérais ne pas me réveiller de celle-ci pour être honnête. C'était le meilleur scénario possible, juste s'endormir et ne plus avoir à souffrir. » Il a juste l'air complètement abattu dans cette vidéo alors qu'il décrit la sensation de pression qu'il ressent dans sa tête, les vertiges et le fait qu'il ne peut regarder que d'un œil à la fois parce que les plans de vision sont vraiment différents. Depuis l'opération ratée, Frank est déterminé non seulement à sensibiliser sur la prétendue faute professionnelle du docteur Taban, mais aussi à obtenir une compensation. Il affirme que le docteur Taban l'a poussé à subir l'opération au départ et à minimiser les risques, amenant Frank à croire que le pire qui pourrait arriver serait qu'il ait le même aspect qu'avant. Il dit qu'il n'avait aucune idée que sa vue pouvait être ruinée. Maintenant, je ne suis pas vraiment sûre de comment un chirurgien peut forcer quelqu'un à subir une chirurgie esthétique et je pense que Frank exagère probablement un peu à ce sujet. Il est également important de noter que le docteur Taban est un chirurgien très respecté avec plus de 18 ans d'expérience et il existe d'innombrables témoignages de patients qui ont été plus que satisfaits de leurs résultats. Cependant, si l'on creuse un peu plus, on trouve aussi quelques avis moins favorables. Il y a seulement 6 jours, au moment où j'écris ce script, il y a eu un avis Google d'une étoile. Voici un extrait. J'écris cet avis le cœur lourd en espérant protéger d'autres personnes du traumatisme que j'ai vécu. Faire des travaux par Monsieur Taban a été la plus grande erreur de ma vie. Ce qui était censé m'aider à me sentir mieux dans ma peau m'a au contraire laissé défigurée, émotionnellement brisée et mentalement détruite. Chaque jour depuis l'intervention, j'ai du mal à me regarder dans le miroir et pire encore, j'ai du mal à trouver une raison de continuer.
L'impact émotionnel et psychologique a été insupportable. Parfois, je me suis retrouvée dans un désespoir si profond que j'ai dû me battre simplement pour rester en vie. C'est à quel point les dégâts ont été graves. Cette personne ne précise pas vraiment quelle opération elle a subie, mais ce n'est pas le seul avis négatif concernant le docteur Tabarn. Un autre avis datant de décembre 2023 sur realself.com a été rédigé par un homme qui a subi une décompression orbitaire et une chirurgie des yeux en amande, qu'il affirme avoir été ratée par le docteur Tabarn. Comme Frank, il laisse entendre qu'il a été poussé à subir l'opération alors qu'il avait des doutes. Il affirme même avoir dit au docteur Tabarn auparavant qu'il envisagerait de mettre fin à ses jours si l'opération tournait mal, et malgré cela, le docteur Tabarn l'a rassuré en lui disant que les risques étaient inférieurs à 1% et que les bénéfices l'emportaient largement de toute façon. Il a donc procédé à l'opération et a ensuite détaillé un certain nombre de problèmes, notamment des yeux de formes différentes, l'un ressortant plus que l'autre, et la sclère visible lorsque ses yeux sont au repos. Donc, Frank n'est pas la seule personne à affirmer avoir été induite en erreur et poussée à subir une opération par le docteur Tabarn sans être consciente des risques. Malheureusement, ces situations servent de leçon sur l'importance de bien réfléchir avant de subir une opération non nécessaire. Si quelque chose ne présente aucun problème, cela vaut-il vraiment la peine de prendre le risque de le réparer, surtout lorsqu'il s'agit des yeux? À mon avis, les yeux de Frank allaient très bien au départ. Il n'avait vraiment pas besoin de l'opération, mais il l'a quand même faite, et maintenant, il est partiellement aveugle. Heureusement, la dernière reconstruction orbitale s'est bien passée, donc je suppose qu'on devra juste attendre et voir ce qui va se passer. J'espère que sa vue pourra être restaurée à l'avenir. Je voulais terminer cette vidéo en abordant brièvement peut-être le phénomène le plus extrême qui existe au sein de cette communauté. Considérez cela comme le stade final du luxe maxing. Cela s'appelle le transmaxing, et comme vous pouvez le deviner d'après le nom, c'est le fait de transitionner vers un autre genre pour échapper à celle d'homme. Permettez-moi de préciser que la plupart des personnes qui font cela ne sont pas réellement transgenres, et l'immense majorité des personnes trans n'ont pas transitionné pour cette raison. En fait, il n'y a qu'une poignée de cas de ce genre que l'on peut trouver en ligne et honnêtement, je ne peux même pas garantir leur authenticité. Alors s'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame avec les personnes trans et comprenez bien que ce phénomène est totalement distinct de la communauté trans. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert le transmaxing sur le wiki des incels où il y a toute une page consacrée à ce sujet avec des études de cas de 2 personnes nommées Leslie et Rémi, tous 2 des pseudonymes. Leslie est née homme et, en tant qu'incel s'identifiant comme telle, elle a commencé à ressentir que ses parties masculines étaient inutiles parce qu'elle trouvait impossible d'attirer les femmes. Elle a clairement beaucoup souffert de sa condition d'incel, allant même jusqu'à dire qu'elle avait envisagé de se rendre en Belgique ou en Suisse pour avoir recours à l'euthanasie. Cependant, lorsqu'elle a entendu parler du transmaxing, elle a décidé d'essayer cela. Elle pensait que la transition ne serait pas trop difficile parce qu'elle avait déjà une petite carrure et des traits quelque peu féminins. Voici une citation tirée du wiki. En devenant une femme, elle a appris de première main que la facilité d'accès au sexe était aussi différente que le jour et la nuit entre les hommes et les femmes. Les femmes sont incroyablement privilégiées à cet égard, comme Leslie l'a vite découvert. Leslie a décidé de faire sa transition parce qu'elle voulait expérimenter ce privilège spécifique aux femmes par elle-même. Après avoir changé d'identité de genre, elle n'a eu aucune difficulté à attirer des partenaires des 2 sexes. Leslie n'était plus seule. Elle a spécifiquement dit et souligné qu'elle n'aurait jamais fait sa transition si ce n'était pas pour l'inépuisabilité du célibat masculin involontaire. L'autre étude de cas, celle d'une personne nommée Rémi, est similaire à Leslie dans le sens où elle n'a jamais envisagé de transitionner avant l'âge adulte bien avancé. Elle ne s'est jamais réellement sentie femme et était à l'aise avec son corps d'homme. Elle a déclaré qu'elle avait décidé de transitionner parce que, je cite, « Je me sentais vraiment impossible à fréquenter en tant qu'homme et la solitude peut pousser certaines personnes comme moi à prendre des mesures drastiques. » L'expérience de Leslie était cependant légèrement différente car elle a fini par ressentir une dysphorie de genre avant de transitionner. Cependant, elle sous-entend qu'elle ne pense pas qu'elle aurait ressenti cela si elle n'avait pas été une incel.
Il existe également un subreddit nommé Transmaxing qui est dédié à ce sujet. Il compte 4500 membres et reçoit généralement quelques publications chaque mois. Ce subreddit met en avant la différence entre les incels qui pratiquent ou installent le transmaxing et les personnes véritablement transgenres, et si vous parcourez les publications ici, vous trouverez divers exemples de véritables transphobies, allant de la minimisation des problèmes trans à des insultes flagrantes contre les personnes trans. Bien qu'il puisse y avoir certains utilisateurs dans ce subreddit qui ressentent réellement une dysphorie de genre, la majorité ne le fait pas et n'a aucune idée de ce que cela signifie. Ils veulent simplement faire une transition parce qu'ils pensent qu'il leur sera plus facile d'avoir des relations intimes en tant que femmes afin de ne plus être des incels. Ces personnes pensent sincèrement que tous leurs problèmes disparaîtront si elles font une transition pour devenir des femmes. Elles ignorent complètement les problèmes auxquels sont confrontées les femmes cisgenres et les vraies femmes trans, et elles agissent comme si le pire qui puisse arriver à quelqu'un était de manquer de relations intimes. Un post datant d'il y a 6 ans était intitulé « Pourquoi vous devriez faire une transition ?» et affirmait que devenir une femme transgenre est une bien meilleure option que de vivre encore 40 ans ou plus en tant qu'incel masculin. L'autrice du post est quelqu'une qui avait décidé de faire une transition et qui prenait de l'œstrogène depuis environ 6 mois au moment où elle a écrit le message. 8 mois auparavant, elle avait essayé d'être lesbienne pendant un certain temps, donc on dirait qu'elle testait tout ce qu'elle pensait pouvoir l'aider à avoir des relations sexuelles. En guise d'avertissement dans le post, elle a écrit « Avant tout cela, je m'identifiais à 100% comme un homme, avec un état d'esprit très masculin, très hétérosexuel, et tout ce qui était gay ne m'attirait absolument pas. Ce n'est que par désespoir, et parce que j'avais les bonnes caractéristiques que j'ai tenté cette transition de genre. » Par bonnes caractéristiques, je veux dire que je ne mesurais qu'1,73 m au départ et que j'avais un pénis en érection de 6,9 cm. En plus, tous mes traits du visage sont féminins et j'étais plutôt mignonne même en tant que garçon. Avec 10 cm de plus en taille, j'aurais pu être une personne normale ou même un Chad light, mais la réalité est parfois cruelle. Depuis que je prends des hormones, j'ai perdu un peu de taille, donc je fais maintenant à peu près 1,70 m, une vraie crevette si jamais je décidais de redevenir un homme. Cela montre aussi à quel point le transmaxing est très différent des personnes qui sont réellement transgenres. Une femme trans ne parlerait pas aussi facilement de la possibilité de, je cite, « redevenir un homme ». En réalité, la plupart de ces transmaxeurs retourneraient probablement à la masculinité sans hésiter s'ils pensaient avoir une chance de ne pas être des incels en tant qu'hommes cisgenres, mais c'est vraiment inquiétant de voir à quel point l'auteur du post semble prendre tout cela à la légère. L'auteur du post continue en expliquant certains aspects non adaptés au travail de son expérience tout au long du processus de transition, puis dit, je cite, « Je n'ai pas de mots pour dire à quel point je profite de mon expérience avec les hormones féminines. Je déteste toujours les femmes, les cuisiniers et les tchads. C'est un tournant pour moi. Si je n'arrête pas maintenant, je finirai probablement stérile et incapable de me libérer de cette intense dépendance aux hormones féminines et aux hommes. Terminer la transition demandera des efforts, mais cela mène à une vie heureuse. Ne pas terminer signifie retourner en enfer après avoir connu un paradis céleste comme je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre à ce sujet, si ce n'est que c'est absolument bizarre et que malheureusement, cela risque de créer encore plus de transphobie dans le monde, même si ces personnes ne sont pas vraiment trans, car la plupart n'ont pas réellement vécu de dysphorie de genre. Même la plupart des incels ne semblent pas considérer le transmaxing comme une option réaliste, même s'ils ont l'impression de ne pas avoir d'autre choix, et comme je l'ai déjà dit, il y a très peu de personnes dans cette communauté qui affirment avoir réellement fait une transition pour échapper à la solitude. La plupart semblent simplement s'intéresser à la possibilité que cela représente. Je ne serais pas surprise si ce n'était qu'un fantasme pour certains d'entre eux sur ce subreddit. La façon dont certains messages sont rédigés est un peu inappropriée et ça me fait me demander si ces incels ne prennent pas simplement du plaisir à l'idée que cela puisse être un moyen de ne plus être incel. Bref, en ce qui concerne le luxe maxing en général, même si je comprends totalement le fait de vouloir changer de petites insécurités, là, ça va bien au-delà, jusqu'à un niveau dangereux. C'est une chose d'aller à la salle de sport pour améliorer son physique et c'en est une autre de subir une opération pour changer la forme de ses yeux.
Ce qui est inquiétant, c'est que la plupart des adeptes du luxe maxing ne commencent pas avec les méthodes les plus extrêmes. Ils commencent par faire du sport, puis, une fois qu'ils ont un bon niveau de musculature, ils commencent à vouloir corriger d'autres choses qui ne sont même pas des problèmes. Les gens ne se rendent pas compte que c'est une pente glissante avant d'y avoir déjà glissé. Il y a une raison pour laquelle c'est un conseil cliché de dire qu'il faut apprendre à accepter ses insécurités parce que c'est important. Si tu n'arrives pas à te être relativement heureuse avec toi-même avant l'opération, il y a de fortes chances que tu ne sois pas plus heureuse après. Tu peux régler un problème, mais un autre apparaîtra que tu n'avais même jamais remarqué auparavant. Le pire, c'est qu'il y a tellement d'adolescentes dans cette communauté qui ont déjà commencé à maximiser leur apparence et qui prévoient de subir une chirurgie esthétique dès qu'elles auront 18 ans. Autant j'aimerais dire que j'espère que cette tendance va s'estomper, malheureusement les gens seront toujours complexés par leur apparence, donc cela risque de rester. J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires, ainsi que toute suggestion que vous pourriez avoir pour une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne, dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.